Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur un nouvel épisode de Lift Talk. En bonne compagnie encore une fois, nous sommes nombreux aujourd'hui. Il y a quatre intervenants avec moi. Étienne, le kiné le plus fort de France en Salut les street gars. lifting. Alexandre, mon homologue belge, coach street lifting calisthénie. Mon partenaire de travail, Monsieur Enzo Chartier. Oui, oui. Et puis Ariles, membre de la team Leaf Trainer, qui est de passage en Bretagne. Déjà, ça me fait hyper plaisir de tous vous avoir aujourd'hui, parce que on a préparé plein de questions et ça va être encore un podcast passionnant, vraiment. Comment on va s'articuler le podcast? En fait, on a donc préparé des questions, chacun va poser ses questions et puis on va tourner comme ça et puis on va développer un petit peu tout ça. Et puis, on commence par Enzo. Carrément, carrément. Donc moi, du coup, ma première question, ça va se porter sur le renfort, vu qu'on est avec un kiné, donc on va en profiter aussi sur ça. Donc du coup, la première question, c'était pourquoi est-ce que les mouvements de renfort sont-ils si importants? Et quel outil vous préférez utiliser, que ce soit élastique, machine guidée, poulie ou halter? Et comment est-ce que tu l'expliques du coup sur cette préférence? Vous voulez que je commence? Vas-y. Ok. Pourquoi les mouvements de renfo sont importants? Donc, mouvement de renfo, on va dire qu'on va opposer aux mouvements de compétition, donc à nos quatre mouvements principaux. Pourquoi ils sont importants? Pour construire de la masse musculaire et construire les bases de la force qu'on va utiliser et qui va se transférer sur nos mouvements de compétition. Pour aller explorer d'autres mouvements et sortir des schémas uniques de nos quatre mouvements, parce que le corps humain reste fait pour bouger dans toutes les directions, et juste se cantonner à quatre mouvements et jamais sortir de ces schémas, en fait, c'est aller tout droit vers la blessure, le corps s'adapte uniquement aux contraintes qu'on lui impose, donc il va s'adapter à devenir très fort dans quatre mouvements, c'est tout. Sauf que la vie, elle n'est pas juste dans le street, même si c'est notre passion à tous. Mais voilà, il faut penser à tout le reste. Et quand on sera plus vieux aussi, bah, il faut qu'on puisse continuer de bouger, de faire des trucs classiques d'humains normaux, on va dire. Donc pour ça, c'est super important pour construire les bases de la force. Et je pense que c'est les deux points principaux que beaucoup de jeunes oublient, on va dire, où ils se lancent direct que ce soit la force athlétique, le street ou des choses comme ça. Et en fait, du coup, ils n'ont pas construit cette base d'apprentissage moteur sur tous les autres mouvements, de contrôle moteur, de mind-muscle connection, ce dont on parlait il y a quelques années, mais ça reste toujours important de savoir contrôler, d'isoler, d'activer préférentiellement un muscle plutôt qu'un autre, et pas juste se baser sur des patterns où on veut tirer ou pousser le plus fort possible. Ouais. Donc je te rejoins assez. Si on aborde un spectre un peu plus performance, on sait qu'il y a une énorme corrélation entre la masse musculaire et la charge soulevée, surtout à un haut niveau de technique. Donc si tu vas prendre les top athlètes, en général, rien qu'à la masse musculaire qu'ils ont, on peut estimer qu'ils vont gagner la compétition, en supposant qu'ils ont déjà des bons bras de levier, qu'ils ont déjà optimisé ça, qu'ils ont déjà une bonne technique. Et donc, si on a déjà les bras de levier et puis qu'on a la bonne technique, le facteur qui va vraiment euh, euh, faire en sorte que ce soit les plus performants, c'est la masse musculaire. Et pour développer cette masse musculaire, pratiquer uniquement les exercices de compétition ou des variations ne sera peut-être pas suffisant. Et c'est là que intervient le renfort. Et le renfort sera intéressant aussi car on va souvent chercher plusieurs caractéristiques à certains exercices pour ce renforcement. Donc ça va être la stabilité, ça va être la surcharge progressive, les fourchettes de répétition qu'on va pouvoir y attribuer, euh, et les préférences, la variation, donc tout plein de petits principes d'hypertrophie. Et pour ça, on va pouvoir se poser la question, est-ce qu'on utilise des charges libres, des poulies, des haltères? Et pour ça, on peut avoir pas mal d'outils différents à son arc.
Et là, on va pouvoir se poser la question. Donc, ok, est-ce qu'un développé couché aux haltères, c'est un exercice sur lequel je peux progresser dessus. Est-ce que je peux atteindre des fourchettes de répétition qui sont intéressantes? Est-ce que je suis stable dessus? Est-ce que j'aime cet exercice-là? Est-ce qu'il varie par rapport à certains exercices? Est-ce qu'il isole le muscle que j'ai envie de travailler? Et donc peut-être qu'il sera justement plus pertinent pour se renforcer, pour développer ses pectoraux, qu'un dips qui sera peut-être un peu plus instable, qui va peut-être moins isoler le pectoral par exemple, qui sera toujours le même parce qu'on va pas trop le varier, parce qu'on va devoir le garder dans le plan. Et donc justement, là peut-être que le développé couché aux haltères sera plus pertinent. Et peut-être que justement, peut-être qu'on serait peut-être instable au développé couché aux haltères et qu'on aura peut-être besoin d'une chest press à la machine où on va pouvoir mieux stimuler ses pectoraux. Et donc là, peut-être qu'on va pouvoir choisir entre le couché aux haltères ou la machine et ainsi de suite. Et on pourra avoir pas mal d'arguments pour choisir quelques exercices de renforcement. Donc c'est indispensable. Ok. Et qu'est-ce que vous répondez du coup quel argument vous avez par rapport à un contre-exemple d'un champion, par exemple, qui ferait que du muscle up traction deep squat et qui développerait une masse musculaire impressionnante et qui ne aurait pas besoin réellement de faire des exos d'assistance. Il y a un débutant qui voit ça et dit ouais mais regardez aussi le ultra spécifique ça fonctionne bien ce mec-là il est champion et il fait pas de renfort. Ouais. La génétique, hein. Beaucoup. Après, faut La voir carte magique. la carte magique, gifted. Il faut voir aussi son background à lui, son passé, quel sport il a fait avant. S'il a, je sais pas, fait un sport de combat type de la lutte pendant 15 ans ou de la gymnastique pendant 15 ans, bah, son renfort, en fait, il l'a déjà construit pendant 15 ans avant. Après, il y a aussi du coup vraiment la génétique où on n'est pas tous égaux, on n'aura pas tous les mêmes résultats si on fait les mêmes exos et les mêmes efforts. Donc ça, c'est à adapter aussi. Peut-être qu'il y a des mecs qui ont besoin de plus ou moins de renfort que d'autres. Ça va être à adapter, mais faut se dire que les champions du monde restent des exceptions et qu'on n'est pas tous destinés à être champions du monde, même juste avec les cartes qu'on avait en main à notre naissance. On n'a pas tous pas tous des jokers, pas tous que des jokers dans la main. Donc voilà, ça faut prendre en compte aussi. Et l'aspect longévité. Faut prendre en compte aussi que les mouvements de compétition, les dips, les tractions et les squats aussi restent assez efficaces quand même pour l'hypertrophie si on les travaille sur des schémas de répétition assez modérés. Et généralement, quand tu vois des physiques développés chez les champions du monde, tu vois quand même quelques déséquilibres, surtout sur l'arrière d'épaule et tout ce qui est chaîne postérieure. Et ça les amène aussi à beaucoup de blessures. Moi, généralement, je les vois majoritairement blessés ou avec des bobos et tout. Et je trouve que le renfort, ça peut les aider surtout pour cet aspect prévention de blessures. Et comme tu l'as dit, Étienne, le fait qu'ils ont un passé sportif assez grand, surtout s'ils ont fait de la natation ou des sports explosifs comme le sprint, l'athlétisme et tout, ils ont pu construire dès leur jeune âge, on peut dire. Et on a l'aspect génétique aussi qui rentre en jeu. Ouais. Ah, moi, c'est vrai que je suis d'accord avec toi aussi sur les déséquilibres parce que c'est des mouvements quand même qui sont bilatérales, hein, les tractions, les dips, même le squat. Donc moi, c'est vrai que quand je fais des mouvements de renfort, j'essaie vraiment de travailler sur du unilatéral pour éviter du coup tous ces déséquilibres-là, de partir plus d'un côté que de l'autre, pousser plus d'un bras que de l'autre, parce que c'est vrai que du coup, ça crée des contraintes. Et après, derrière, le risque de blessure, il est plus important que si juste poussé verticalement. Ouais. Moi, je pense aussi que voilà, c'est là ce qui est bien avec la spécificité, l'ultra spécialisation chez les champions, c'est que voilà, on fait comme on parlait de renfort qui est indispensable, mais c'est clair qu'on faut pas oublier cette spécificité et je pense que il faut mettre la majorité de ses ressources et de son entraînement sur les exercices de compétition. Je pense que ces personnes-là on va dire que je parlais du stimulus ratio fatigue, vont avoir grâce au bras de levier, vont pouvoir en tirer plus profit de ces exercices-là. Donc, ils vont pouvoir développer leur masse musculaire pendant plus longtemps. Ils vont être ils vont rester sensibles à ce genre de mouvements plus longtemps que quelqu'un qui a des moins bons bras de levier. Donc, quelqu'un qui a peut-être des
des longs des longs humérus, mais il va peut-être moins prendre de pectoraux sur les dips, il va avoir plus de mal sur les tractions à bien se stimuler, et donc lui il aura peut-être intérêt à faire plus de renfort. À l'inverse, un champion qui aura des meilleurs bras de levier, il va pouvoir rester plus longtemps sur ses exercices, il va pouvoir se stimuler plus longtemps, être moins à risque de blessure, et donc pouvoir se permettre d'avoir plus de charge d'entraînement là-dessus. Mais même, moi, je pense ils vont quand même laisser des gains sur la table. Ils auraient intérêt à en utiliser en plus. Et en plus, je pense aussi que ça va durer qu'un temps. Et donc, on parlait de longévité. Et donc, soit ils vont à un moment rencontrer un plateau, ou soit ils vont se blesser à X temps parce qu'ils n'auront pas assez de variété dans leur sac. Et je pense que le renfort, il est utile même pour les champions. Il est utile même à l'année. Et il y a peut-être des phases, effectivement, où on pourrait se permettre d'en avoir presque pas, mais je pense qu'en fonction du style de programmation, il y a toujours un petit intérêt, en tout cas de mon côté, à garder un peu de renfort. Mais il se peut qu'il y ait des phases où on a besoin d'un peu moins. Et c'est vrai que c'est un peu l'approche la plus sexy, quoi. C'est un peu l'approche court terme. Ok, on n'a pas de renfort, on a toutes nos ressources sur les exercices de compétition. On progresse très bien, et si on est doué, ben on va progresser encore mieux. Mais il y a un moment où je pense on pourrait faire mieux, et en plus ça ne durera pas aussi longtemps que ce qu'on voudrait. Je te rejoins sur ce point, surtout que l'ultra spécificité, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal sur le long terme. C'est même dangereux, si je peux dire. Mm. Ça peut amener à plusieurs blessures et ça peut amener surtout à de l'usure. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de se blesser sur du long terme. Après, comme tu l'as dit, il y a des périodes où il faut faire plus de renfort que d'autres périodes, surtout si on se rapproche des compétitions. Là, on doit beaucoup plus se focus sur les mouvements de compétition et même, on peut même skip le renfort quand on est à 1 ou 2 semaines de la compète, mais sur des phases de construction, là, on peut travailler plus de. Ouais, je pense que après, en street lifting actuellement, quand même, la Mm. majorité des coachs préconisent du renforcement, chose qu'on voit un peu plus en power, où là il y a des approches plus SBD. Mais c'est vrai qu'en street lifting, bah, mine de rien, on est un petit peu plus en avance, on va dire, sur la programmation. Donc ouais, après moi je vous rejoins tous, hein, je pense vraiment pas que l'ultra spécificité soit bonne, en tout cas sur le moyen long terme. Mm. Donc voilà quoi. Ouais. Moi je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Alex, je pense que tu avais une question. Yes, on va peut-être aller dans un aspect un peu plus coaching. C'est quoi votre style de coaching préféré? Est-ce que vous préférez un coaching hebdomadaire avec un point de contact hebdomadaire, vous faites un bilan de la semaine et puis vous envoyez, ou peut-être même plus ou même mensuel à la limite, ou alors plutôt quotidien? Ok. Ouais. Eh bien, Je, vas-y, commence alors, Marco. Bah, je vais peut-être répondre aussi un petit peu à ta place. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui. Oui, oui. Euh, C'est une même entité. euh, c'est ça. Bah, en fait, il y a différentes manières de procéder, de travailler. Chaque manière a ses forces et ses faiblesses. Nous, par exemple, au sein de Lift Trainer, on propose du coaching avec des retours journaliers, avec un délai de réponse de 24 à 48 heures. Pourquoi on a décidé de faire ainsi? C'est pour que les conseils soient applicables le plus rapidement possible durant la semaine. Euh, Après, il y a comment dire, il y a une approche plus hebdomadaire où là, peut-être que le coach va prendre plus de temps justement. Bah, de toute façon, il sera obligé de prendre plus de temps, hein, pour faire les retours. Sauf que bah, durant toute une semaine, l'athlète n'aura pas pu appliquer les choses si, par exemple, il a fait des erreurs en début de semaine. Et Mm. nous, c'est un petit peu la marque de fabrique avec Lift Trainer. Par contre, le contre-coup, on va dire, de cette méthodologie, c'est le fait que ça demande énormément d'investissement de la part du coach, surtout en termes de temps, bien sûr. Et donc, voilà, en gros, c'est un petit peu les faiblesses de cette approche-là.
Je dirais, donc ça c'est plutôt un point de vue de coach, mais pour les athlètes, par exemple à titre perso, pour m'être fait coacher, je préfère les retours journaliers. Je trouve que ça crée un lien plus fort entre les athlètes et les coachs. On se sent même plus accompagné, plus rassuré. Mm. Donc voilà. Puis même par rapport à l'apprentissage aussi, que l'athlète te fasse sur la séance une erreur et que tu la vois du coup uniquement que le samedi ou dimanche et que le jeudi te fasse une autre erreur, tu lui envoies du coup une correction sur juste un mouvement où il y a deux erreurs qui sont communes et il y en a que un mouvement, donc il y a quatre mouvements en tout, tu lui envoies toutes ces erreurs-là, ça fait beaucoup de choses à apprendre en fait d'un coup et pour lui en fait je sais pas s'il va réussir à appliquer tout ce qu'on lui dit d'un coup en fait. C'est pour ça aussi que le retour quotidien il permet aussi qu'on priorise du coup les erreurs techniques qu'il a fait le jour J pour qu'il applique le plus rapidement possible en fait toutes ces erreurs là quoi. Enfin justement qu'il applique des choses correctes. Ouais, je pense qu'il y a pas mal d'avantages au retour journalier. Maintenant, comme tu disais, je pense que le plus gros désavantage, je pense, c'est surtout le temps et la disponibilité, et la fraîcheur mentale que tu as besoin pour pouvoir prodiguer ce service. Car j'ai l'impression que parfois tu es toujours aussi, enfin, tu dois être un peu au taquet sur tous tes athlètes qui ont des retours tout le temps. Et donc, je pense que si tu as une charge un peu plus importante d'athlètes, ça devient très difficile. Et je pense que parfois, grâce au retour hebdomadaire, donc à titre personnel, moi j'utilise principalement l'hebdomadaire et le feedback vidéo, et donc je prends vraiment le temps de fournir un résumé de ce qui est intéressant. Donc je perds peut-être un peu de réactivité. Donc si l'athlète fait une erreur sur sa première séance, il risque de la répéter sur la deuxième. D'un côté, peut-être qu'il va être, tu peux aussi développer un peu plus son autonomie, il va peut-être se poser un peu plus de questions. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il puisse poser sa question directement au coach. Donc moi, je reste disponible à titre personnel toute la semaine. S'il a une question, il pourra me l'envoyer. Maintenant, si je vais pas lui faire son retour avant, donc de manière obligatoire, donc le retour sera quand même chaque semaine, et donc le point de contact est un peu plus long, et donc effectivement il pourrait répéter une erreur, mais d'un côté il va pouvoir aussi demander s'il a une réflexion et s'il a quelque chose qui lui passe par la tête, là il pourra demander et avoir une sorte de retour journalier. Et maintenant la vidéo, qu'on pourrait fournir avec un feedback hebdomadaire, mais peut-être un peu plus conséquent qu'un feedback journalier, serait intéressant, et ça permet aussi de garder plus de fraîcheur mentale, donc de vraiment vraiment se consacrer à l'athlète en fin de semaine, de pouvoir analyser aussi toute la semaine. Peut-être que on va pouvoir observer différentes choses, qu'être toujours un peu plus la tête dans le guidon. Je pense que ça peut permettre aussi de prendre un peu de recul par rapport au feedback journalier, et ça c'est peut-être un des avantages aussi. Maintenant, voilà, je pense que les deux ont du pour et du contre. Et l'avantage aussi, c'est de pouvoir peut-être gérer un peu plus d'athlètes aussi. Donc, Ok. je pense que chacun a son style. Après, je pense que c'est quand même mieux d'avoir ces approches-là qu'un suivi mensuel ou, ou sur une prog à plus long terme, comme quelques coachs peuvent proposer, ou pas de suivi du tout. Oui, c'est sûr. Ça, c'est Et toi, sûr. Étienne, ça se passe En comment? kiné, nous, on doit en plus du coup gérer la douleur. Donc, on va dire sur le début de la réhab, le début de la programmation, il va y avoir plusieurs questions et plusieurs modifications à faire. Peut-être que j'ai visé trop fort sur un exo, trop de charges, trop de répétitions, ou l'exo en lui-même n'est pas faisable pour l'instant. Donc ça va être important que moi je réagisse vite, sinon la semaine entière est foutue en l'air entre guillemets. Et plus on va avancer dans la réhab, plus l'athlète connaît ses exos et le ressenti qu'il doit avoir, et plus en général la réhab avance, donc forcément ça va mieux. Donc là, les retours, d'eux-mêmes, en fait, les retours vont s'espacer, ils vont pas avoir besoin d'être aussi fréquents. Mais par contre, la première semaine, il faut bombarder pour être très réactif, puisque c'est cette semaine qui va permettre de doser, de savoir l'irritabilité de la problématique, donc à quel point elle est sensible, à quel point la douleur va revenir, ou à quel point on peut justement charger ou non les tissus. Donc voilà, ça va dépendre en kiné, je trouve plutôt de la phase de la réhab.
Ok. Ouais, c'est vrai qu'en début de bloc ou sur une première semaine, t'as un peu plus de consignes à dire et que sur celle d'après un petit peu moins aussi quoi. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi ouais, donc la réactivité c'est important et c'est vrai que peut-être que dans le feedback quotidien aussi, bah, tu risques à un moment peut-être d'avoir un peu moins de choses à dire aussi et même dans l'hebdomadaire finalement en fonction de l'athlète aussi, même s'il y a toujours quand même des petits points à vérifier quoi. Ouais. Et si je pouvais aussi apporter une précision à tout ça, c'est que bien sûr il y a un retour hebdo, enfin journalier, mais il y a un retour hebdo plus global, dans le sens où on met à jour la programmation. Mm. Donc Alex, je sais qu'il met à jour la prog, et à côté de ça aussi, il fait le retour hebdo. Et nous, le retour hebdo, on le fait le week-end, mais c'est pas un retour vocal ou vidéo, c'est une mise à jour en fait de la programmation par rapport aux données qu'on a récoltées sur la semaine passée. Donc les vidéos qu'on a pu voir, les défauts techniques qu'il y avait, la difficulté ressentie, et puis aussi nous on met en place un questionnaire de fin de semaine sur l'adhésion au programme, est-ce que l'athlète a été fatigué en dehors de ses entraînements, est-ce qu'il a trouvé l'entraînement long, etc. Autant de choses aussi qui peuvent nous permettre de réadapter en temps réel la programmation. Et le plus important, et je le dis toujours, c'est d'aimer s'entraîner, même si des fois sur des courtes périodes, cette chose-là, elle peut un peu être altérée par différents facteurs. Et il Mm. faut l'accepter aussi. Ça peut pas toujours être méga cool l'entraînement, mais sur le moyen long terme, faut quand même la notion de plaisir pour moi, c'est la notion numéro un. Voilà. Ouais, carrément. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est toujours être bien d'être au courant aussi de savoir si l'athlète adhère et aime son programme, quoi. Mm. Mm. Je crois que c'était à toi maintenant, mon cher Étienne, pour une autre question. Alors, question d'un kiné pour des coachs. C'est Euh, compliqué, ça. Vous, du coup, avec vos athlètes, vous devez gérer et dealer avec certaines douleurs, certaines gênes qui arrivent. Évidemment, tout le monde a des petites gênes à un moment ou un autre. Et je voulais savoir, du coup, comment vous gériez ces petites gênes qui arrivent, voire ces douleurs, voire des anciennes pathologies qui sont un peu chroniques et qui sont déjà là. Je sais pas, un athlète qui vous dit, bah, j'ai mal au dos, moi, depuis 6 mois, 3 ans, mais je vis comme ça. Ou j'ai la hanche qui couine, ou j'ai l'épaule qui grince un peu. Comment vous gériez ça sur un début de programmation, ou alors si la douleur arrive pendant un bloc ou quoi, et à quel moment vous allez vraiment référer à un professionnel de santé. Euh, voilà. Bah, moi personnellement, déjà, premièrement, j'essaie de savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette douleur-là et à quel moment est-ce qu'elle arrive. Par exemple, souvent, ce qui arrive sur des streeteux, c'est les coudes. Donc, ça peut être sur le muscle-up. Est-ce qu'il a mal quand il fait son tirage, sur sa poussée? Est-ce qu'il a mal aux dips? Et, euh, et après, ça va être aussi à quelle intensité. Moi aussi, ce que j'aime bien faire, c'est au fil des semaines, voir mettre des échelles sur la prog qui note s'il a mal la première semaine, s'il a plus mal la deuxième semaine ou moins mal. Et après, voir aussi s'il s'échauffe bien, parce que l'échauffement aussi pour moi c'est important. Et après, avec tout ça aussi, j'essaie de mettre du renforcement autour de la blessure, du renforcement spécifique. Et après, voir si du coup avec cette évolution-là ça marche. Et si cette évolution-là ne marche pas, du moins, je préfère après voir avec un professionnel du coup de santé si du coup ça vient en dehors du street et si ça devient vraiment une douleur importante quoi. Des fois, il y a même des modulations à faire au niveau de l'intensité et du volume Mm. qui peut des fois régler le problème. En fait, des fois, c'est des choses. On s'imagine en fait que régler une douleur qui est constante et présente depuis un moment, ça peut se révéler compliqué. Et des fois, des petits ajustements peuvent être vraiment game changer. Enzo, il parlait par exemple de l'échauffement. C'est vrai que juste des histoires des fois d'activation Mm. peuvent faire que la douleur n'est plus là en fait, hein.
Ouais. À titre perso, par exemple, je prends un cas concret, sur le squat, pendant 4 5 mois, j'ai eu mal au fessier, à l'intérieur du fessier. Et du coup, attends, je passe la parole à Enzo et je la reprendrai juste après. Et donc du coup, moi, j'avais eu vachement mal au fessier. Je pensais que c'était une déchirure. J'avais hyper mal. Et en fait, du coup, Marco avait eu aussi la même douleur. Et donc il m'a dit, mais mec, est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais cette activation au niveau des fessiers avant de faire ton squat? Et, euh, et au final, je le faisais pas du tout. Et du coup, quand j'ai appliqué ça, en fait, zéro gêne. Zéro gêne dans l'avenir. Donc juste un petit mouvement d'activation à l'échauffement et ça a très vite bougé, quoi. Ouais, ouais, c'est Ok. ça. Mm. Et t'avais compris un peu la cause de... Qu'est-ce qui causait cette douleur, du Bah, coup? d'aller voir quand même un ostéo. Parce que ça faisait aussi un moment que j'avais pas vu d'ostéo. Du coup, je pense que c'était ouais un souci d'activation parce que j'avais eu cette douleur-là sur des fentes bulgares au fessier. Donc peut-être aussi une contracture ou je pense que c'était plus au niveau du piriforme, mais je sais pas exactement. C'était bien Ok. centré. En tout cas, gérer ton échauffement et mieux activer, on va dire, cette zone-là, Mais je t'avais envoyé un ça... message à ce moment-là, je crois. Ouais, je crois aussi. Donc, Et donc juste gérer l'échauffement, ça avait permis un peu de gérer ces douleurs. c'est ça. Ok. Des étirements, des massages aussi en profondeur. Et, euh, et après, c'est vite parti. Donc voilà. Ok. Alex, tu fais comment? Ouais, moi, pour répondre à ta question, je trouve que c'est une super bonne question parce que je pense qu'en tant que coach, on est souvent confronté à ça, que ce soit parce que on est souvent confronté à des personnes qui ont des problématiques et parfois c'est justement la blessure et donc elles viennent nous voir pour pouvoir la gérer. Alors que parfois c'est pas vraiment notre rôle, même si voilà comme on a dit, avec pas mal de petits ajustements, on peut vraiment on est clairement acteur dans cette blessure, que ce soit pour la provoquer, ce qu'on évite, ou justement la dealer avec, essayer de faire en sorte de même d'en être tiré d'affaire. Et donc ouais, c'est surtout lors de l'appel bilan, ben, être au clair. Ok, est-ce que tu as déjà eu des gènes, creuser un petit peu, vraiment poser un questionnaire dessus. Et ensuite, on va directement, si on sait qu'il y a eu quelque chose, ben on va pouvoir émettre quelques hypothèses aussi là-dessus et ajuster notre programme en fonction. Comme Marco disait, souvent en fait naturellement, vu qu'en coach, on va souvent réduire un peu la charge d'entraînement que les gens ont tendance à faire, qui ont souvent tendance à en faire de trop, et c'est souvent ça qui a provoqué la blessure. C'est souvent une augmentation de la charge d'entraînement. Donc ils sont passés de muscu à street lifting, et donc ils ont vraiment fait beaucoup de traction d'un coup. Et ils ont ce qui peut stresser leurs coudes, leurs épaules, dès qu'ils repassent avec des bras au-dessus de la tête en calisthénie, qui font beaucoup de handstand, ça a souvent les blessures à l'épaule, on y est souvent confronté, donc souvent c'est passer de rien à des mouvements d'office que ça peut provoquer ça. Et donc nous, on va essayer de corriger ça en adaptant un peu la charge. Et puis on va proposer justement quelques petits échauffements spécifiques. Moi, souvent, quand je connais pas trop la personne, j'établis vraiment un petit échauffement préalable que j'appelle ça, et donc qui passe un peu par tous des petits mouvements. Comme on parlait dans le podcast, j'ai demandé de petits exercices assez spécifiques sur des exercices que tu trouvais indispensables. Et c'est vrai que moi j'ai aussi mes petits indispensables en préalable que j'essaie de proposer aux gens. Et puis parfois on va se rendre compte que sur base du feedback client, ah tiens, je sens que j'ai déjà des petites gênes au poignet. Ok, ben là j'ai une petite activation poignet que je t'envoie. Même si c'est pas hyper personnalisé, c'est quand même un petit truc qui va target un petit peu tous les plans du poignet. Même chose pour les épaules, même chose pour les coudes. Ok, on va faire une petite préactivation ça pour les coudes. Et souvent ça c'est aussi des petites manipulations qui vont déjà traiter ça. Euh, Plus la charge d'entraînement qui est vraiment fondamentale, c'est vraiment ça, c'est hyper important. Et puis quand la gêne est là, parfois elle est quand même trop importante. C'est vrai qu'on, comme Enzo disait, on utilise des échelles. Moi j'utilise une pain management scale, donc de 1 à 10. Ok, si tu sens tu as une échelle de 1 à 10, là on va pouvoir passer 2, 3. Là on va vraiment réduire la charge d'entraînement sur ton exercice. On va peut-être même le mettre de côté s'il faut et travailler sur d'autres plans. Et à certains stades, effectivement, quand est-ce qu'on a besoin d'appeler un professionnel? Moi, j'aurais envie de dire parfois dès le début, je dis ok, voilà, moi je pense que je lui mets un peu
je le mets en garde là-dessus. Ok, je pense que je peux t'aider à travers la charge d'entraînement, à travers les 2-3 petites activations. Maintenant, peut-être que le problème est un peu plus profond et que effectivement te faire suivre par quelqu'un serait un peu plus pertinent en parallèle de ma programmation, ou même ne pas prendre ce coaching et d'abord traiter la cause, parce que on prend des risques en allant dans cette direction-là. Et donc voilà, vraiment mettre les choses au clair là-dessus. Et je pense que c'est toujours bénéfique de pouvoir se référer à quelqu'un en plus de sa programmation, quoi. Ouais, donc du coup, j'étais assez d'accord avec ce que disait Alex concernant la passation à un kiné. Et justement, il faut pas non plus, comment dire, avoir trop d'ego en tant que coach et se dire que bon, faut laisser le temps passer, et, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Si on voit qu'il n'y a pas d'amélioration vraiment palpable et vraiment importante, en fait, je pense qu'à un moment donné aussi, c'est bien de passer par un kiné. Alors quand on bosse avec un kiné au hasard, comme Étienne, bah du coup c'est cool parce que on travaille déjà avec un professionnel dans ce secteur-là qui va savoir exactement quelles sont les pathologies. Donc on va aussi gagner du temps sur le traitement. Euh, donc moi je dirais vraiment en tant que coach, c'est bien de se former aussi hein, sur. C'est important d'ailleurs de se former en complémentation, enfin de manière complémentaire un petit peu à toute l'approche kiné. Même si ça fera jamais de nous des kinés en tant que tel, c'est pas notre taf. Mais donc voilà, ne pas hésiter et des fois dire à des athlètes, écoute, là, je pense qu'on a fait le tour de la question, on a essayé pas mal de choses, ça fait un Ouais. certain temps. Maintenant, pour ta santé et puis aussi pour le bien de notre collaboration, parce que notre but, nous, c'est que l'athlète y progresse. Eh ben, ça serait bien que tu ailles voir tel ou tel professionnel, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et comment, par exemple, vous savez chez quel type de professionnel vous allez référer? Par exemple, chez un ostéo, un kiné, le médecin ou, je sais pas, un chiro, peut-être ceux qui sont dispo aussi dans les alentours, si on parle pas de distanciel. C'est Ok. pas toujours simple, les kinés sont assez blindés. Euh, Bah, Moi, j'ai un mais petit en fait, billet. vas-y, vas-y, Alex. Vas-y. Je disais, j'ai un petit biais pour les kinés, car je trouve que je préfère quand même avoir une approche un peu plus scientifique, on va dire, et souvent il y a quand même un peu plus je dirais, d'évidence dans la kiné que dans l'ostéo. Maintenant, je pense que l'ostéo a un peu plus cet aspect un peu quick fix, comme ça tu peux espérer vraiment régler un problème de manière comme ça assez importante. Surtout si t'as l'impression que c'est un peu plus au niveau osseux que musculaire, ou alors donc tu vas peut-être pouvoir référer justement un peu plus à ça. Et après le problème, comme tu dis, c'est que dans les kinés locaux ou les professionnels de la santé autour de chez soi, en général, il y en a très peu qui sont, on va dire, spécialisés dans la force, qui s'y connaissent un petit peu. Et donc, l'idéal, c'est comme Marco fait avec toi, par exemple, de trouver quelqu'un qui est plus spécialisé et travailler plutôt sur du distanciel. Même si je pense que dans le présentiel, ça peut être intéressant. Et donc, on pourrait peut-être aller se diriger plus vers des kinés type crossfit, qui ont un peu l'habitude de travailler avec des crossfitters, avec peut-être des powerlifters aussi, si on a la chance de faire ça, ou des kinés du sport, c'est peut-être un peu plus intéressant qu'un kiné simple. Ok, bah super. T'avais d'autres questions, peut-être? Je te sentais là, je sentais que t'allais dégainer Euh, là, Étienne. à ce propos, moi, j'avais pas d'autres questions, mais en tout cas, moi, je soutiens le fait que les coachs apportent déjà un peu de réhab essaient de modifier un peu la programmation pour gérer le volume, l'intensité, la fréquence. Parce qu'en fait, nous, derrière, déjà, ça nous aide dans notre travail. On sait que ce travail a déjà été fait. S'il y a un échec là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher plus loin que ça. Et le mécanisme d'apparition des douleurs, il est souvent très simple, c'est souvent juste une sursollicitation des tissus qui s'est pas forcément faite sur la dernière semaine ou sur le dernier mois. Une tendinopathie, elle arrive quand on applique plus de contraintes que les capacités du tendon sur le tendon.
mais pas seulement sur le dernier mois. Ça peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an, où juste on est allé un peu trop loin, un peu trop loin, un peu trop loin à chaque fois. Et la douleur apparaît quand ça commence à devenir un peu chronique, cette surcharge. Donc là, ça veut dire qu'il faut aller dézoomer déjà encore d'un cran, pas juste aller chercher sur la dernière semaine, le dernier mois, mais peut-être sur la dernière année complète. Et certains, on va dire certains professionnels de santé s'énervent vite contre les coachs qui commencent à utiliser un petit peu de réhab, mais en fait c'est déjà dans vos compétences parce que vous savez, vous êtes à l'intérieur de la programmation, donc vous savez quelles contraintes vous avez appliquées, et donc vous savez les modifier derrière. Vous connaissez l'anatomie, donc vous connaissez aussi quels exercices sont aptes à cibler tel ou tel tissu et à générer des adaptations. Donc en fait, pour moi, on est loin de l'exercice illégal de la médecine en essayant simplement d'adapter la programmation, d'ajouter, de retirer des exercices, travailler la mobilité, des assouplissements, etc. Là, pour moi, je soutiens à fond les coachs qui font ça. Pour moi, c'est aussi ça qui va faire la différence entre un bon et un mauvais ou moins bon coach. C'est d'avoir une approche un peu plus globale, voire même aller checker sur l'alimentation, le sommeil, les autres facteurs de récupération. Pour moi, c'est là où vous avez aussi une valeur ajoutée, quoi. Ouais, et si je peux réinsister sur ce point-là, Étienne, c'est que des fois, c'est juste du bon sens. Mm. C'est juste des trucs tout bêtes qui sont là sous notre nez. Et des fois, il y a les athlètes, il faut creuser un petit peu avec eux parce que ils vont pas te le dire d'entrée de jeu. Ils vont pouvoir te dire souvent, ah bah non, moi non, je fais tout bien et tout. Et puis en fait, tu leur poses des questions, tu creuses, et puis en fait, tu trouves qu'il y a des trucs, bon, c'est pas si parfait que ça, quoi. Hein. Et il y a des trucs à améliorer. Donc on va les améliorer, on va voir ce qui va se passer, et puis après, on va faire le tour comme ça de tout ça. On va essayer d'optimiser et voir déjà comment ça se passe. Et là, si vraiment on fait tout bien et qu'il n'y a pas de grosse amélioration, bon bah là, il y aura des traitements un petit peu plus poussés à faire, quoi. Mais et puis aussi, deuxième chose, c'est que quand on travaille avec un kiné, comme on le fait avec Lift Trainer, bah le kiné et le coach ont vu sur la programmation. Et là, du coup, il y a une énorme synergie parce qu'il y a une communication entre les trois entités, chose qui n'est quasiment jamais le cas, quoi. Hein. C'est vraiment segmenté entre coaché et coach, et après, tu as vraiment le kiné qui est une pièce rapportée, alors que là, ça fait vraiment une synergie. Donc, c'est vraiment ce qui est intéressant. Ouais, c'est tellement puissant ça comme approche, et le fait de parler le même langage parce qu'on connaît tous le sport, les résultats qu'on peut espérer derrière, ils sont décuplés à fond, et on passe pas par des intermédiaires. On est vraiment tous au cœur du truc, et du coup ça avance de manière beaucoup plus fluide, et on peut espérer beaucoup plus rapide. Évidemment, ça dépend des cas, mais en tout cas, on a toutes les armes pour avancer au mieux. Et même en réhab à distance, j'ai parfois référé à un collègue en présentiel en disant, bah moi je pense qu'il peut y avoir un intérêt là d'apporter un peu de thérapie manuelle ou un autre certain traitement passif que je peux pas faire à distance, qui ont leur utilité. C'est pas forcément eux qui vont faire une énorme différence dans la majorité des cas, mais dans certains cas précis, il y a des utilités. Et donc là, faut pas hésiter à collaborer aussi avec d'autres professionnels de santé pour l'athlète en lui-même, quoi. Faut que lui aille le mieux possible, c'est ça notre but. Ouais. Et si je peux revenir aussi sur un point que tu avais dit en tant que coach, et un truc souvent aussi, c'est quand on est coach, on est aussi athlète, et qu'on est souvent tous passés peut-être par des petites gênes aussi, et finalement on a su comment les traiter nous-mêmes, et donc on essaie aussi de partager un peu notre expérience sur les autres, quoi. Donc on a tous eu un petit peu les gènes typiques qu'on pourrait connaître. On a appris à peut-être faire de la réhab. Bon, peut-être que c'était pas non plus le truc le plus spécifique. Peut-être que le problème qu'on va être confronté notre athlète sera un petit peu différent, mais finalement on a quand même dû mettre quelque chose en place pour nous-mêmes, et donc on peut aussi le proposer aux autres, quoi, grâce à ce retour d'expérience. Ouais, la blessure, c'est le meilleur apprentissage
pour les kinés, parce que du coup nous c'est notre taf, mais c'est vrai que pour vous ça apporte aussi beaucoup de choses, si peu que t'en aies fait quelque chose. Si t'as Ah, juste arrêté de t'entraîner et t'as juste mis ça de côté, ou alors t'as chargé comme un bourrin, t'apprends pas grand-chose. c'est avec toi qu'on Effectivement. parlait, c'est avec toi qu'on parlait de ça, que tu disais que tu t'étais beaucoup blessé et que c'est pour ça que tu avais fait aussi de la kiné. Ouais. Ah ouais, et du coup, t'as les ressentis, tu peux mieux communiquer avec les athlètes parce que tu dis, ok, bah ça j'ai eu pareil. Je sais pas ce que c'était, ou à l'époque, je savais pas ce que c'était. Par contre, je l'ai traité comme ça. Maintenant, avec les outils que j'ai en plus, je sais que ça et ça va être utile. Donc, si on cumule le tout, bah en fait, on a toutes les clés en main pour que ça aille le mieux, quoi. Mhm. Ça. Puis l'approche aussi de voir un professionnel de santé aussi, c'est un gain de temps pour la personne. Parce que si ça commence à se prolonger sur le temps, au final, ça va juste l'encombrer. Et du coup, comme disait Marco, notre collaboration, elle aura plus trop de sens sur le futur, quoi. Donc je pense que c'est à nous de vous poser une question. Alors moi j'ai une petite question qui va peut-être euh, faire pas polémique, mais voilà. Euh, Comme d'hab. Comme d'hab. C'est le fait, ça se voit énormément en street lifting, des personnes, alors toujours pour rester dans le coaching, qui se font coacher sur différents mouvements par différentes personnes. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ça? Est-ce que pour vous ça vous paraît pertinent? Est-ce que c'est une totale connerie? Comment ça se passe? On veut savoir. Exactement, ça veut tout dire. Est-ce qu'en vrai, on a besoin de développer une réponse, en fait? Ouais, non. Ouais, La bah, réponse est non. ouais, bah après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des mouvements spécifiques, comme certains qui ont un très gros muscle-up, une très grosse traction, et je peux comprendre qu'il y ait des athlètes qui se disent, bah, j'ai rien progressé sur ce mouvement-là, donc je me dirige vers ce coach parce qu'il est fort sur ce mouvement. Et sauf qu'après, c'est pas uniquement mouvement par mouvement. En fait, c'est un ensemble. La programmation, c'est pas juste je vois ce mouvement-là, je vois ce mouvement-là, parce que t'as une suite logique avec les mouvements de renforcement, comme on disait, la fatigue qui sera accumulée due à ce mouvement, avec la traction, avec le dips, avec le squat. Comment est-ce qu'aussi tu vas organiser tes séances? Donc, vu que tu peux pas avoir de suivi, sauf si tu arrives à avoir un ensemble de coachs qui coachent mouvement par mouvement, mais si t'as pas un suivi derrière où t'as toute la programmation qui est en commun avec les autres, pour moi, la progression sera pas optimale et voilà. Je sais pas ce que vous Ouais, en pensez, mais je pense que tout est dit. Ça fait beaucoup de données que tu vas pas savoir traquer, quoi. Donc tu coaches rarement un mouvement. Même pour ce mouvement-là, tu vas peut-être devoir mettre du renforcement en plus, comme on parlait au début. Tu vas peut-être pas savoir, enfin comment il va interférer avec d'autres, parce que si tu pousses vraiment beaucoup de volume d'entraînement sur ce mouvement-là, ben, inévitablement tu peux faire en sorte que les autres mouvements ne progressent pas parce que tu fais beaucoup plus de charge d'entraînement sur un mouvement. Donc le coach qui va peut-être coacher ce mouvement-là va peut-être vouloir en faire plus parce qu'il veut vouloir faire un bon boulot. Et donc finalement c'est assez compliqué, quoi. Et, sauf si, comme tu dis, bah, toute l'équipe elle est vraiment hyper connectée et tout. Là tu pourras aussi avoir une bonne synergie. C'est vrai que parfois on peut se dire ok, il y a vraiment mon coach est peut-être un peu limité en squat, il y a vraiment peut-être un powerlifter qui fait du squat depuis des années là qui va pouvoir m'apporter quelques pistes, mais ça reste qu'un mouvement, et sachant qu'on en a quand même 4 à réaliser, c'est pas génial, on va pas pouvoir voir les interférences entre eux, et donc c'est quand même très compliqué, quoi. Donc c'est pas quelque chose de recommandé. Et puis même en termes de communication, tu tu perds un peu ton point de repère qui est le coach, et donc tu vas peut-être faire confiance à deux coachs, et peut-être ils auront peut-être des points de vue différents aussi, et donc finalement tu risques de te retrouver un peu dans la confusion, et tu vas perdre la confiance en un. Et franchement c'est mieux de faire confiance à la personne. Et en général, si tu as choisi le bon coach, il va quand même pouvoir t'aider aussi sur tous tes mouvements que tu as envie de travailler, quoi. Et si je peux rebondir sur les deux discours que vous avez tenus,
En fait, il y a deux choses. Il y a la première qu'a dit Enzo, c'est que le fait qu'un coach ou un athlète soit fort sur un mouvement, ça veut pas dire qu'il va être le plus compétent pour vous faire progresser dessus ou pour vous l'apprendre. Déjà, ça, c'est la première chose. Les compétences de coaching et d'athlète, c'est deux choses totalement différentes. Je sais qu'en streetlifting, on a du mal un petit peu à intégrer ça parce que c'est une discipline qui est toute nouvelle. Dans d'autres sports, la question ne se pose pas. En fait, un bon coach est un bon coach et même s'il n'est pas top athlète, ça reste un bon coach, quoi. Et là, en street, c'est un petit peu dur à rentrer, mais je pense que ça prendra le temps. Et deuxième chose, je pense qu'effectivement, si vous devez faire appel à plusieurs personnes pour vous faire coacher, ça veut dire que le coach initial n'était pas assez compétent pour vous prendre en charge sur l'ensemble des mouvements. C'est surtout ça que ça veut dire. Ça veut dire peut-être que vous avez mal choisi en fait votre coach initial. C'est surtout ça. Et puis il y a le problème de communication. Alors peut-être qu'un jour on verra un ensemble de coachs où ils seront 3 coachs. Il y a un mec qui coachera dans 4 coachs muscle up, traction, deep squat. Ça serait hyper drôle. Et puis et puis dernière chose aussi, c'est que bon bah vous allez perdre quand même pas mal d'argent parce que ça vous coûtera aussi plus cher et pour des résultats qui seront moins importants, c'est quasiment certain quoi. Parce qu'aussi quand on est coach et si surtout vous avez des coachs totalement différents de deux milieux différents, ils vont avoir des logiques, des idées totalement différentes. Et du coup, bah voilà, ça aura aucun sens, ça partira non. Et c'est un truc vraiment, je voulais vous poser la question parce que c'est quelque chose qu'on voit que en streetlifting, alors que en power, ça existe pas ça. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un qui se faisait coacher juste sur du bench ou juste et par un autre coach sur du deadlift et du squat quoi. Enfin, j'ai jamais vu ça quoi. Donc c'est pour moi. Ariles, t'as des trucs à dire? Ouais, non, mais je te laisse finir. Je pense que ça se fait beaucoup en CrossFit, ça se fait quand même qu'il y a des coachs qui se font beaucoup coacher sur une discipline ou même en triathlon par exemple, il y en a quand même quelques-uns qui vont aller se faire coacher par un coach spécialiste. Mais c'est des disciplines multidisciplinaires par définition. Le triathlon, t'as 3 sports, le crossfit, c'est une infinité. Et là, pour le coup, je trouve qu'il peut y avoir une valeur si tu fais plusieurs disciplines en même temps. Par exemple, si tu veux développer, je sais pas, t'as ton streetlifting et en plus quelques figures statiques à côté en calisthénie, pourquoi pas, il peut y avoir un avantage. Mais encore une fois, il faut que ce soit très bien coordonné, très bien mis en place, qu'il y ait une communication entre les trois intervenants. Et je ne sais pas si sur du long terme, c'est faisable. Mais voilà, dans un sport comme le CrossFit où tu veux bosser ta gym et ton haltéro d'un côté, pourquoi pas. Mais ça reste très spécifique et des cas exceptionnels. Il faut que le mec soit archi investi, qu'il ait une capacité d'encaisser les entraînements très solides pour pouvoir gérer tout quoi. Sinon ton coaching il part dans le vide quoi. L'idéal c'est de trouver justement un coach qui sait t'aider en gymnastique et en haltéro parce que il y a quand même beaucoup d'interférences dans les deux disciplines et c'est la même chose en statique et en streetlifting. Tu auras peut-être plus intérêt à trouver un coach qui sait se débrouiller dans les deux disciplines et pouvoir t'aider que aller chercher un coach de statique et un coach de streetlifting parce qu'on va on va rencontrer la même problématique qui est de gérer la charge d'entraînement sur les deux disciplines et qui sont tous les deux très similaires finalement quoi. Il y a quand même beaucoup d'interférences entre les deux. Et même le fait d'avoir plusieurs coachs te fera avoir beaucoup de volume à mon avis. Enfin, si tu prends 3 coachs et chaque coach prendra son mouvement en priorité et tu auras un volume d'entraînement global qui sera tout simplement excessif et ça peut même t'amener vers des blessures et tout. On revient toujours aux blessures. Mais ça me fait trop rire parce que là en fait t'as dit un truc, c'est que genre en street il y a même des gens ils prennent 3 coachs. Ouais. Et en plus ils sont coachs.
Donc ça en dit long un petit peu sur leurs compétences de coach, quoi. Ils veulent des infos, c'est des petits ratons qui veulent gratter un petit peu partout. Ouais, C'est c'est vrai ça. qu'il y a un peu ça quand t'es coach, t'as envie de savoir, et t'as peut-être un peu beaucoup de curiosité, quoi, et donc t'as envie d'aller prendre des connaissances rapides. Même chose, par exemple, il y a beaucoup de coachs qui vont aller se faire coacher seulement un mois avec un, puis un mois avec l'autre, et puis un mois avec l'autre. Le problème, c'est qu'on n'a jamais le temps de tester. Et je pense que pour vraiment s'imprégner de la méthode de quelqu'un ou des connaissances et de ça, il faut parfois se laisser beaucoup plus de temps. Et d'autant plus si tu fais les choses en même temps, finalement t'apprends rien parce que t'as rien testé, quoi. Et c'est des interférences qu'on retrouve aussi, moi dans la kiné par exemple, au cabinet ou même en distanciel, où l'athlète ou le patient a consulté plusieurs professionnels de santé, et en fait les multiples professionnels vont pas dans le même sens, parce qu'on n'a pas la même vision. Ça veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre, mais en tout cas, le patient ou l'athlète se retrouve un peu perdu parfois, parce qu'il n'y a rien qui concorde. Donc c'est bien d'avoir plusieurs visions, mais si il y en a un qui dit A, l'autre qui dit B et l'autre qui dit C, en fait, toi, tu es au milieu, tu te retrouves complètement perdu. Et on a parfois ça aussi avec nous, par exemple, au cabinet, on va mettre des contraintes, faire des exercices, des choses comme ça. Et ça va s'accumuler en plus avec ce que le coach fait sans parfois écouter les douleurs de l'athlète, où il va pas prendre en compte, il va se dire non mais c'est rien, tu bluffes, serre les dents et tu fais tout comme les autres. Et en fait du coup on se retrouve dans une surcharge plus, alors que nous on avait convenu ensemble pendant la séance au cabinet, ok donc on te charge ici, donc ça veut dire qu'à la prochaine séance, bah, tu fais que un tiers des exercices, ou que tu diminues ton intensité de 50%. Et en fait, il y a des interférences comme ça qui font que ça ralentit la progression et la guérison, parce que on s'entend pas entre humains et il n'y a pas assez de communication parfois. À terme, il y aura des chefs de projet street lifting pour gérer tous ces coachs pour gérer les interférences. Il y aura des head coach street lifting. Coach. Non, mais en vrai, c'est bien, ça crée du travail. Bah c'est ça, ouais, ça. Je crois que tu avais une question, Ariel. Oui, bah, c'est une question, justement, je voulais savoir votre avis sur le RDL et les mouvements de chaîne postérieure pour le squat. Pour vous, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est moins pertinent? Je voulais avoir votre avis Bah, sur ça. moi d'ailleurs, je me suis posé la question du coup sur ma prog de pourquoi pas ajouter ça. Mais sauf qu'en fait, moi personnellement, j'ai du mal à ressentir mes ischios parce que moi le but premier pour moi c'est de renforcer les ischios et après de renforcer mes lombaires, donc ma chaîne postérieure. Et en fait, je sens beaucoup mieux mes ischios sur une machine d'isolation leg curl que sur un mouvement de RDL. Et après, du coup, je fais mon renfort aussi du coup lombaire avec des extensions lombaires. Donc, je préfère prendre moi des isolations que de prendre un mouvement qui va me travailler les deux en même temps. Et moi, j'embraye sur Enzo, je suis totalement d'accord avec lui parce que j'ai aussi le même ressenti, donc peut-être que ma vision est un petit peu biaisée. Mais pareil, moi, le RDL, pour l'avoir fait pendant longtemps, j'ai aucun ressenti au niveau des ischios et des fessiers, et c'est plutôt les lombaires et le dos, Ouais. voire même les trapèzes supérieurs qui Ouais. travaillent pas mal. Et du coup, bah, on n'est plus du tout sur le but initial de l'exo. Donc voilà, mais par contre, travailler la chaîne post, si c'était aussi un petit peu la question, Mm. pour le squat, surtout qu'on est débutant, pour pas créer d'entrée de jeu des déséquilibres, je trouve ça hyper important. Ah bah oui, carrément. Carrément, surtout sur du squat, bah, on est très souvent sur du squat lobar, donc tu engages vachement la chaîne postérieure. Oui, c'est totalement cohérent de travailler sur du RDL ou de la chaîne postérieure, du moins, pour renforcer ce pattern-là. Moi, le RDL, je trouve que c'est quand même un exercice qui est très bénéfique au squat. Il peut corriger quand même pas mal de choses. Souvent, le hip shift, si on a un hip shift qui est présent en squat, en RDL,
et qu'il est présent aussi en RDL en lui-même peut aussi corriger ce hip shift. En général, c'est souvent un des arguments pour ça. Ensuite, il y a les stimulus de la chaîne postérieure, et c'est vrai que je pense que les ischios, même si on les ressent pas spécialement, sont quand même très stimulés par la charge totale absolue qui sera soulevée. Et donc même si on n'a pas un bon mind-muscle connection, je pense qu'inévitablement on va quand même pas mal grossir ces ischios, même si il n'y a pas la flexion de genou. Donc l'idéal, je pense que ça serait de faire les deux, de faire du RDL plus de la flexion de genou pour stimuler optimalement ça, parce qu'il y a quasiment aucun exercice qui va nous permettre de prendre autant de charge qu'un RDL. Donc même des back extensions on va quand même être un peu limité par les charges, et donc là il y a l'intérêt. Maintenant il y a aussi la partie négative, qui est que ça demande ça prend de l'énergie, ça demande de la place dans son programme d'entraînement, et c'est peut-être plus fatigant aussi. Donc c'est vrai que souvent si on a déjà un gros RDL, je pense qu'il est pas indispensable à l'année, cet exercice là, mais je pense que pour beaucoup d'athlètes il sera quand même pertinent. Et, euh, et je pense qu'il faut savoir le doser correctement pour pouvoir en profiter, quoi. Donc c'est pas un indispensable, mais il est quand même très 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 pertinent, je trouve. Donc, Mais tu vois, par rapport à ça aussi, l'exemple de Power aussi, c'est qu'il bosse vachement du coup sur l'extension lombaire. Et moi, je pense aussi que c'est à cause de ça qu'on peut aussi potentiellement se blesser, parce qu'on bosse vachement du coup sur l'extension au niveau de la hanche et des lombaires. Et donc bosser sur un pattern qui est différent, tu vois, comme du Jefferson curl aussi pour les ischios, parce que là, je trouve qu'il y a un ressenti beaucoup plus important quand même sur les ischios et un petit peu moins sur les lombaires. C'est parce que t'es raide, Peut-être ça. aussi, peut-être aussi, mais du coup aussi, bah justement, ça peut aussi aider un peu sur la souplesse des muscles, et je trouve que bosser sur un pattern, comme je te disais, qui est différent, euh, je trouve que ça peut aider aussi décoincer sur ça. Mais ce qui est bien aussi avec le RDL, c'est que déjà on travaille sur des charges qui sont assez lourdes quand même par rapport au mouvement d'isolation. Mm. Et ce que ça peut faire surtout, c'est corriger un mauvais pattern de mouvement au squat, qui est le squat good morning tout simplement, hein. Ça sert à ça aussi le RDL ou le good morning. Ça peut aider à corriger le mouvement du squat et à être plus propre sur le mouvement. Mm. Ouais, moi en fait je pense que c'est personnalisable en fait. Ça peut vraiment être très utile pour un type de personne, un petit peu moins pour d'autres. Après, chacun aussi a sa vision. Nous, avec Enzo, on a plus une vision aussi euh, de se préserver en fait. Par exemple, pour pas mettre trop de stress, parce que c'est ce qu'il disait là sur les lombaires. On les sollicite déjà pas mal sur du squat classique, et sans rajouter encore une couche. Moi, c'est ça un petit peu qui me freine, et c'est vraiment moi à titre perso, c'est un mouvement que je mets jamais, Mm. le soulevé de terre. Et en plus de ça, je trouve que au niveau du grip, bon après tu peux mettre des bandes de tirage hein, sur du RDL, mais je trouve que ça met aussi un gros stress sur les trapèzes. Et là du coup on sort un petit peu des gains qu'on souhaiterait sur cet exo. Et en fait, pour moi, il crée plus de désavantages que d'avantages, mais c'est adaptable à chacun, et c'est pas non plus à bannir, on va dire. C'est pas un truc qui est complètement désintéressant. Ça peut l'être dans certains cas, je dirais. Mais tu vois, après, sur ta séance, t'as ton squat. Nous, après, du coup, on fait dips avec Marco. Euh, et après, tu dois ajouter en plus ton RDL, où du coup, tu dois faire ta montée de gamme, ta montée en charge. En fait, tu trouves plus la fin de ta séance. En fait, tu te retrouves avec 3h30, 4 heures de séance. Parce que moi, déjà, j'ai 4 mouvements de renfort. Déjà, c'est beaucoup. T'en mets déjà que 2. Les gens ne sont pas coachs et qui ont besoin aussi d'avoir une vie extérieure au boulot et à la salle, ça fait beaucoup, je trouve.
Après, tu peux chaque fois doser aussi. Tu peux faire, par exemple, seulement 2 séries par semaine, et ça sera déjà un petit peu un plus si tu comptes ton warm-up. Donc, tu vas faire une série de montée en gamme, puis tu feras 2 séries, et c'est déjà un petit stimulus qui sera déjà intéressant à gagner. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui sont pas encore très forts sur le RDL, par exemple, et donc des charges un peu plus légères. Et donc, la montée en gamme sera un peu moins grande, et sera déjà assez suffisante pour obtenir quelques bénéfices. Et pour limiter la fatigue, ben, effectivement, mettre des straps. Et puis la fatigue sur les trapèzes, elle est présente, mais elle peut être bénéfique aussi, parce que je pense que c'est important aussi. Ça va travailler un petit peu sur un autre angle que les tractions. Donc je pense que ça peut avoir de la plus-value. Et donc si t'es pas obligé de faire à chaque fois 5 séries de RDL sur tes 2 séances pour pour en profiter, tu peux en rajouter que une. Mais c'est vrai que où tu vas la caler dans la séance push, qui est souvent la plus longue, c'est parfois compliqué. Donc peut-être la mettre dans la séance pull, ou alors alléger la séance, la mettre dans une séance push secondaire pour Et passer le RDL. peut-être pas toute l'année comme on a dit au début. Et Ouais. pas Et toute l'année. moi, j'ajouterais la variante unilatérale, ce qui nous permet de Ouais. diviser par 2 la charge qu'on met sur les lombaires, Mm. mais pouvoir charger les ischios autant, limiter en plus du coup les déséquilibres comme on a dit au début, développer la masse des ischios qui nous est quand même utile pour la phase basse du squat, où on peut avoir un peu ce rebond si on a des gros ballons de rugby à la place des ischios. On a quand même un contact mollet-ischio qui nous permet de rebondir un peu. Après, faut voir Et l'adepte. plutôt que unilatéral, j'aime bien la variante pied décalé, c'est-à-dire que les 2 pieds sont au sol. Le stagger stance, ouais, c'est trop bien aussi. Ouais, voilà. Ça, c'est terrible parce qu'on a quand même la stabilité que les exos unilatéraux, on a juste un appui. En fait, on perd tellement de stabilité qu'on est à moitié en train de chercher notre équilibre. Donc, en fait, on peut pas charger, donc on n'est pas fort, donc on n'a pas d'adaptation. Mais pied décalé, plus limite une main qui vient nous équilibrer contre le rack, et on charge un haltère avec une sangle dans l'autre main. Ça peut être une variante intéressante, pas toute l'année non plus, parce que comme on a dit, il y a quand même de la fatigue nerveuse et musculaire qui va s'accumuler. C'est ça. Et Ouais, c'est je bien. rajouterais peut-être aussi un dernier point, et ça on le dit tout le temps, mais c'est aussi peut-être à implémenter selon le niveau du pratiquant, parce que sur un pratiquant avancé, il sera peut-être plus intéressant d'avoir un squat par exemple tertiaire qu'un RDL sur une séance pool. Et peut-être qu'un débutant justement aura plus de gains à avoir que qui fera guise de squat tertiaire pour un avancé, quoi. Donc Ce qu'on peut faire aussi, c'est réduire un peu le volume sur le squat et rajouter un mouvement complémentaire qui est le RDL, qui a beaucoup plus de transférabilité au squat low bar surtout qu'un leg curl ou un mouvement d'isolation. Et après, ça ne nous empêche pas d'intégrer sur une deuxième séance legs ou deuxième séance push un mouvement d'isolation tout simplement. ouais. Est-ce que vous voulez que je vous pose une autre question, les gars? Vas-y, Je vous c'était sens chaud. chaud là. En fait, on va sortir un petit peu de tout ça. Enfin, on va rester toujours dans l'entraînement. Et je reprends une question d'Alex qui avait préparé Alex. Est-ce que vous pouvez citer 2-3 Q par mouvement? Et vu qu'on est 4, peut-être chacun faire un mouvement différent. Donc peut-être Alex sur le muscle up. Ok. Ok, je vais en sortir quelques-unes. Donc sur le muscle up, moi j'aime bien pour le timing, c'est penser à tirer quand on a les hanches sous la barre, par exemple. Donc après les cues, ça sera toujours un peu, avant de parler de ça, mais bon, les cues, ça sera toujours un peu dépendant de la problématique qu'on va rencontrer et autres. Mais c'est souvent une cue. Ici, dans l'idée de la question, c'était vraiment de trouver les cues qui vont qu'on a tendance à sortir le plus souvent dans nos feedbacks sur la plupart des athlètes. En général, on va quand même être un peu biaisé. Nous, on va trouver aussi sur notre base sur notre expérience, on va avoir tendance à observer quel cue marche le mieux sur les athlètes. Et notamment celle-là, je la trouve vraiment intéressante pour le timing, quoi. Donc c'est vraiment visualiser une image, par exemple pour le muscle up, à laquelle on aura les cues sous la barre pour pouvoir tirer les hanches sous la barre, et c'est une cue assez intéressante pour ça. Même chose pour la projection, donc
sur la phase où on atterrit sur le muscle up, essayer de penser à avoir son tronc vraiment en avant de la barre, complètement écrasé vers l'avant. Ça, c'est parfois rien que visualiser ça, c'est intéressant. Et donc là, on est plus sur des cues, on va dire internes, où on se représente des positions dans l'espace. C'est pas les cues les plus propices au développement de la force, mais ça sera des cues intéressantes pour fixer la technique. Et maintenant, si je devais donner une bonne cue aussi pour le développement de la force, donc ça serait penser à envoyer la barre dans le sol, donc pour faire passer son coude au-dessus. Et donc là, ça on serait un peu plus sur une cue externe, dans laquelle on chercherait à développer un peu plus de force, à tirer plus fort. Donc puis tirer longtemps, par exemple. Aussi, voilà, j'en ai sorti 4 cues, il y en a trop, mais sur le muscle up, c'est peut-être un peu plus compliqué, il y en a beaucoup. Mais voilà, donc si je devais donner 4 cues sur le muscle up, ça serait hanche sous la barre, se retrouver le tronc en avant, ça serait envoyer la barre dans le sol et tirer longtemps. Voilà. Les tractionas, mon cher végétal. Ah, moi, je fais les dips, moi. Ah, ok. Dipsman, Bah, dipsman. les tractions, alors, Étienne? Ouais, c'est vous les coachs, les gars. Il veut pas se mouiller, là. Les tractions, Ah, ouais, c'est bon, hein. pareil, hein, tirer longtemps, Ouais. tirer très très longtemps. Ouais, c'est bon. Un gros gainage, serrer fort les poids entre les pieds pour irradier au maximum et être le plus rigide possible et générer le plus de force possible, qu'elle se disperse pas dans vos hanches, dans vos orteils ou je sais pas où. Moi, le false grip, je suis mitigé parce que mes poignets le supportent pas. Arrivé à grosse charge, ça me déclenche un canal carpien bilatéral, donc des fourmis dans pouce, index et majeur. Si vous vous Moi, retrouvez là-dedans, si je peux rajouter un truc sur le false grip, je suis aussi mitigé là-dessus. C'est vrai que c'est un débat, mais je trouve que en fait, si le false grip, ça fait en sorte que notre poignet est un peu plus loin de la barre et potentiellement on a un peu plus de bras de levier, donc on est un peu moins proche. Et je trouve que ça marche pas forcément chez tout le monde aussi. Mais en plus, si ça irradie, voilà, petite anecdote. Parce que c'est souvent on dit ouais, il faut absolument que tout le monde prenne un false grip. Je suis pas mitigé. Une petite cue que j'ai aux tractions, moi, c'est que je vois la barre comme la ligne d'arrivée dans un sprint. En fait, j'essaye de faire passer le bon temps le plus rapidement possible Ouais. afin d'avoir un peu plus de vitesse. Et je trouve que ça m'aide beaucoup sur des charges hyper lourdes. C'est intéressant. Logique, mais ça m'aide beaucoup. Et sur le semi-false grip aussi, c'est hyper intéressant, Étienne, parce que c'est vrai qu'avec les années de pratique, moi aussi, c'est un truc que avant, en fait, j'avais tendance à mettre ça en place d'entrée de jeu, alors que maintenant, je laisse beaucoup plus de liberté à ce niveau-là, parce que j'ai vu que sur du moyen long terme, notamment au niveau de la sollicitation des avant-bras, ça vous pouvait créer énormément de pathologies, épicondylites, etc., enfin des inflammations à ce niveau-là. Et ce que disait Alex aussi, c'est vrai. Et je dirais même que sur des charges lourdes, en réalité, c'est hyper dur de maintenir un semi-false grip. Sur Ouais. des 95% du RM, Parce que ton false grip, il va se casser la gueule à un moment donné. Ok, tu vas maintenir comme ça quand tu vas te mettre en place, et quand tu vas te mettre en suspension, tu vas revenir en initial. Donc, les gens, généralement, ils- ils conseillent cette cue justement pour garder une Ouais. petite tension, même sur du lourd. Parce que si tu commences comme ça sur du lourd, tu auras Mm. tendance à relâcher un peu ton grip. Ouais. En gros, et il y avait un deuxième truc, mais j'ai oublié sur le semi-false grip. Ouais, enfin, en gros, globalement, c'était. Ah oui, c'est ça. C'est qu'au niveau, pour moi, le semi-false grip, je trouve qu'il est plus facile à mettre en place sur du bottomless que quand on met le pouce, qu'on verrouille avec le pouce. Et du coup, les désavantages, on va dire, des deux, c'est qu'en bottomless, vous avez une force de préhension qui est moindre. Donc potentiellement, vous pouvez plus facilement lâcher la barre
après l'essai, sachant que en street, il faut revenir sur la boxe. Alors que si vous verrouillez avec le pouce, vous aurez un grip qui est beaucoup plus fort aussi. Donc tout ça, c'est à prendre en compte et c'est un petit peu des dérivés de la question semi-false grip ou pas, quoi. Moi, j'aimerais bien entendre TQ au dips, Enzo. Comment on fait pour être fort Comment on fait? Donne-nous des secrets. Warm-up, bah, déjà 0 kg à 100 kg, one shot. Pas mal. Non, Il veut me faire blesser en fait. Des pois chiches, beaucoup de pois chiches. Non, en vrai, déjà, première chose, déjà, on avait déjà parlé avec Victor dans un podcast, c'est la stance. Si t'as la chance de pouvoir régler du coup ton écartement sur les dips, ne pas vouloir prendre trop serré, dans le sens où si t'es trop serré, tu vas te sentir hyper fort. Et ça, du coup, sur plusieurs compétitions, ça m'avait fait. En fait, j'avais l'habitude de m'entraîner à Basic Fit. Et j'ai eu la chance, du coup, en compétition, de pouvoir prendre des barres réglables. Sauf que je me sentais très fort, en fait, en prenant plus serré. Sauf que c'est pas du tout l'écartement que j'avais sur mes entraînements. Et, euh, et en fait, quand on va vouloir descendre, déjà, on peut avoir aussi une flexion de hanche. Donc, du coup, plus importante. Donc, du coup, on est no rep. Et, euh, et après, quand on va vouloir pousser, en fait, on va avoir tendance à pousser trop vers l'avant. Et donc après, forcément, du coup, le bassin se ravance. Et donc les jambes partent vers l'arrière. Et après, du coup, le gainage est complètement niqué. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre une largeur, en fait, qui est adaptée à la personne et de pas avoir tendance, du coup, à prendre trop serré. Parce que forcément, les gens vont tendance à avoir et à se sentir fort sur ce départ quand t'es trop serré. Mais après, sur la suite, c'est pas ce qu'il y a de mieux et de plus optimal. Là aussi, Donc ça, c'est parce mon que- premier tips. Je sais pas si vous avez pu tester déjà vous Je sur voulais les rajouter par rapport au fait de dipser serré ou de dipser large. En fait, les pecs, ils ont une capacité, enfin, un potentiel de force qui est qui est plus que les triceps, tout simplement. Mm. Et le fait de tester déjà une stance un peu plus large te permettra de rester beaucoup plus sur Je suis occupé. vertical. Ouais. Enfin, sur ton axe de poussée. Et en vrai, c'est à tester, hein. Enfin, il y a Mm. des gens qui se sentent beaucoup plus forts sur du serré et d'autres non. Ouais. Ah, attention du coup sur la trajectoire. Après, deuxième petit tips que je peux donner aussi, c'est au niveau de l'alignement des jambes. Ne pas avoir les pieds trop vers l'arrière du poids. Donc je sais pas si je vais être très clair, mais quand on a les jambes qui sont légèrement trop vers l'arrière, qu'on va vouloir pousser, du coup notre gainage va avoir tendance du coup à prendre un petit coup et donc du coup on va vouloir emmener les jambes vers l'arrière et donc après c'est hyper important de bien serrer les poids, d'emmener légèrement les jambes vers l'avant, pas trop non plus pour pas avoir de flexion de hanche et ne pas être no rep. Et ça après aussi c'est un petit défaut que on peut retrouver sur certains dips, dont celui de Marco, c'est que les hanches se décalent et se rapprochent très vite lors de la poussée et elles perdent du coup un axe qui est de gainage qui est important en fait. Donc faire attention à ça aussi. Le dips vers de terre, moi, je préfère. Ou asticot, comme on veut. Et Sur le fait de rapprocher les pieds, justement, moi, la cue que j'ai, c'est d'essayer de toucher la corde avec mes tibias, tout simplement, ok. ou avec mes genoux. Intéressant. Moi, j'ai une autre question. Qui fera 140 enfin, qui sera le premier à faire 140? Bah Parce que peut-être ça, c'est important comme de le savoir quand même. Bah, ça sera moi, on bien verra, sûr, hein. mais On On verra, hein. verra, hein. Hein Ils veulent pas se mouiller, hein. Vous voulez pas parier un truc là Non? moi, je Mhm. parie une canette de pois chiches. Une canette de pois chiche. Ça va Bah, être excellent ça. ça me ferait plaisir. Moi, je vous récupère en réhab le premier qui a 140. Pas de soucis, pas de soucis. On est hors T'avais course, je vous fini laisse. tes cues levés? Bah après, je vais pas trop en dire parce que sinon après, ça va pas être rigolo. Ouais. Les gens, ils vont vouloir être trop forts. Et personne va prendre de coaching.
Regardez, secret. Non, après, bah, si j'en avais un autre aussi, c'est sur la poussée, ne pas avoir tendance à faire vraiment d'hyperextension de nuque, parce que du coup, on a une ouverture de cage qui est trop importante. Et pareil, du coup, sur ta trajectoire, bah, tu vas avoir du mal à pousser si tu es en hyperextension, que ce soit au niveau des épaules, au niveau de la cage et au niveau du cou. Et puis même aussi après, du coup, je vais te rediriger du coup vers notre ami Étienne parce que tu vas te blesser. Moi, les gars, je dois y aller. Je dois enchaîner les séances Ok, au cabinet. il n'y a pas de souci, on va finir sans toi, mon Ouais, pote. moi, j'ai pas tardé non plus. Hein. J'ai un coaching. Bon, bah moi aussi alors. Ah bah ça y est, alors. Non, bah ça marche. Bon courage pour le taf, Étienne. Salut. Merci les gars, c'était un plaisir. À la prochaine. Ciao. Ciao. Du coup, bah, je vais finir par le squat et on finira là-dessus. C'est que pour le squat, la première, pour moi, ça serait donc le contrôle de la phase excentrique, qui est totalement absente chez énormément de personnes. Et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'on peut avoir un contrôle sur la première moitié, voire les trois quarts de la descente, Mm. et avoir un relâchement total de la tension au un quart restant. C'est un truc qui se voit énormément, donc surtout chez les débutants. Donc peut-être pendant un bon moment faire des squats tempo posé pour vraiment assimiler tout ça. Parce que c'est vraiment un truc chez certains qui est très compliqué à intégrer. Ah oui. C'est le truc qui est le plus compliqué. Et le deuxième truc qui vient presque à égalité, c'est l'efficience au niveau du bracing sur le squat. C'est le deuxième truc pour moi le plus important, qui est même aussi important. Et ça, du coup, bah, ça va se régler par un travail d'activation en amont et de compréhension en fait du mécanisme du bracing. Donc c'est un truc aussi qui met du temps à intégrer, hein, ça vient pas comme ça. Mm. Il y a des choses à faire, on va dire spécifiques. Donc ça c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, je dirais, c'est peut-être aussi, par exemple, le dosage au niveau de son hinge. Il y a des gens pour qui le hinge, ça sera pas du tout intéressant. Ils seront beaucoup plus forts sans hinge. Ils auront une meilleure trajectoire, un meilleur placement, tout ce que vous voulez. Et puis il y en a d'autres pour lesquels un petit hinge, mais pas violent, sera bénéfique. Et à l'inverse, il y en a d'autres, bah, un plus important encore sera nécessaire. Et puis pour conclure un petit peu ce truc de hinge, c'est que ne faites pas, on l'a déjà dit, du hinge par mimétisme. Comprenez pourquoi vous le mettez en place, parce que ça se trouve que vous, c'est pas du tout utile d'en faire un. Et puis aussi des hinges, moi je le dis parce que j'ai pu le faire aussi à un moment donné, qui sont un petit peu trop agressifs, en mode où vraiment on met des à-coups très très prononcés. Ça aussi c'est pas ouf non plus. Essayez d'être entre guillemets doux quand vous faites du hinge, tout ça pour garder un bon positionnement de barre. Donc j'ai développé les 3 points, mais pour moi ces 3 points c'est les plus importants. Donc, donc pour synthétiser, maintien de l'excentrique, bracing et trajectoire finalement. Ouais. Pour moi c'est les 3 piliers du squat. Si Ouais, je je peux suis rajouter d'accord. un point, si je peux rajouter un point au squat, ça sera le routing ou l'ancrage des pieds au sol. Ouais. C'est vraiment comme si c'était un trépied en mode, comme si tu poses un trépied. Ouais. Moi je dis crocheter les pieds Ouais. au sol. Crocheter les orteils, vraiment ouais. faites comme Ouais. ça avec les orteils dans vos chaussures. Bah, ça vous aidera déjà à être plus stable et ça facilitera même votre bracing. Mm. Et ça, vous aurez des PR au squat et vous n'avez pas à consulter Étienne. Merci beaucoup, mon cher Ariles. Du coup, bah, on va conclure ce podcast ici aujourd'hui. Bah, toujours, si vous l'avez aimé, bah, vous likez, vous lâchez un commentaire. On fera sûrement une partie 2
parce que je pense qu'on a bien tous kiffé. On a encore plein de questions qu'on n'a pas abordées. Ouais. Merci beaucoup à Étienne, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc c'est Lifting Therapy. Et puis notre cher Alexandre 012 Workout aussi sur Instagram, YouTube. N'hésitez pas. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Hein. Merci. Salut à tous. Merci. Ciao. Ciao.